Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Face à l'actualité. Face à l'actualité donc de ce soir, qui fait un grand zoom dans la situation du Sahel. Une situation qui est chaoteuse, et qui est chaotique, devrais-je dire, et qui est même catastrophique selon certains experts depuis 2012. 2012, la date à laquelle la France est entrée au Mali par une première opération, l'opération Serval, qui n'a rien produit et qui a été remplacée par l'opération Barkhane. Et aujourd'hui, l'on constate que, justement, et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué le courroux du peuple malien qui a justement chassé Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir et a permis à l'armée de s'emparer du pouvoir de Bamako. Et au sein de cette armée, deux personnalités, Mokhtar Owan et Mbandao, se sont révélés des gens qui ont violé la charte de transition et chassé directement par Assimi Goïta. Et donc aujourd'hui au Mali, c'est la refondation de l'État malien et le Mali va vers les assises, donc des assises qui ont en réalité interdites toute précipitation dans l'organisation des élections, ce qui vaut d'ailleurs une fin de non-recevoir des aspirations d'Emmanuel Macron qui devait se rendre à Bamako et au Mali hier. Les conditions drastiques d'Assimi Goïta n'ont pas permis à ce que cette visite puisse avoir lieu dans un sens honorable pour la France. Mais aussi au niveau du Tchad, Idriss Déby, Mahamat, c'est le général, il devait être dans cette délégation pour pouvoir, justement, selon ce qui est dit et selon ce qui est vérifié, être comme le médiateur entre Emmanuel Macron, c'est-à-dire la France, et le Mali. Et du coup, c'est pratiquement 1000 soldats tchadiens qui sont en route d'une manière officielle aussi annoncée pour pouvoir soutenir le Mali dans cette phase qui consiste à éradiquer le terrorisme. Et l'on sait que le Mali a pris fait et cause de prendre direction, se prendre ça à la direction, c'est-à-dire de négocier un accord de partenariat selon les exigences du peuple avec la Russie. Et la Russie est prête à accompagner le Mali jusqu'à l'Organisation des Nations Unies et ne permet aucune intolérance. Alors, qu'est-ce qui se joue dans cette situation du Sahel avec ces deux figures, c'est-à-dire Mahamad Idriss Déby et Assimi Goïta? Je commence dans ce plateau. Yam Timba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Itoundé. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Merci, vous avez toujours un sourire panafricain. Et quand on vous rencontre, merci de nous donner de votre expertise et de votre disponibilité ce soir. Monsieur Mbami Defo-Chada, vous êtes président de la Convergence panafricaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ibetundi. Bonsoir au frère Amtimba. Bonsoir aux millions, milliards de téléspectateurs d'Afrique Média et à tous les combattants, à tous les Kamites qui luttent pour la renaissance de l'Afrique. Et je voudrais saluer la vaillante équipe d'Afrique Média qui permet à cet outil de libération totale de l'Afrique qu'est la chaîne panafricaine Afrique Média de fonctionner au jour le jour, 24 sur 24, et de réaliser tous ces prouesses pour l'éveil des consciences dans notre continent et dans le monde. Et Monsieur Itoundé, c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés pour discuter de l'actualité brûlante et pour donner notre point de vue. Merci à vous, Mbami Defo-Chada. Visage connu dès les origines, les débuts de ce combat, de ces débats, du débat panafricain qui a pratiquement donné une réponse à la communauté dite occidentale qui parlait d'une seule voix depuis pratiquement les officines occidentales et étrangères. On va prendre Gama Labina. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Vous êtes internationaliste. Merci pour l'invitation encore une fois. Et puis effectivement, j'essaierai d'apporter ma contribution dans la mesure de ce que je peux apporter, tout simplement. Merci à vous. Merci de nous donner de votre disponibilité ce soir. Madame Linda Lambaoui, bonsoir et bienvenue, analyste politique, expert aussi dans les questions sécuritaires. Bonsoir, bonsoir à tous les panafricanistes et bonsoir à Afrique Média.
Merci donc à vous et je commence avec vous de ce côté et ce que femme veut, Dieu le veut et d'ailleurs l'Afrique a cette coutume d'honorer les femmes. Je commence avec vous, Madame Linda Larbaoui. Alors, en sujet d'accueil, dans ce sujet qui nous intéresse, on va peut-être, je reviens à vous très rapidement, pour cadrer aux civilités et surtout aux exigences pratiquement canoniques. Allons d'abord écouter Mahamad Idriss Déby, dont les propos se disent aujourd'hui d'être des propos d'un panafricanisme, mais en coulisses, il y a beaucoup d'objections, il y a beaucoup d'interrogations. Il va falloir qu'on s'interroge sur ces coulisses, mais aussi sur les officiels, c'est-à-dire qu'il y a un cadre officiel, il y a celui des coulisses qu'on va interroger. Commençons d'abord à écouter ce narratif officiel de Mahamad, le général Idriss Déby. On le prend et on revient sur ce plateau et on va vous rejoindre, Madame Linda Larbaoui, à tout de suite. Citoyennes et citoyens des États du G5 Sahel, partenaires et amis du Sahel, Mesdames, Messieurs, comme chaque année depuis 2017, nous commémorons aujourd'hui, 19 décembre, la journée du G5 Sahel. Une journée qui marque l'anniversaire de la signature de la Convention de création du G5 Sahel, notre espace commun. En ma qualité de président en exercice du G5 Sahel et au nom de mes homologues du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, je voudrais vous adresser mes vœux ardents de paix, de sécurité et de développement. Cette année, la journée du G5 Sahel se tient dans un contexte assez difficile pour l'ensemble de nos pays. Aussi voudrais-je rendre un vibrant hommage à nos vaillantes populations dont la quiétude, la sécurité et le bien-être sont notre raison d'être pour leur résilience face à l'adversité. Je voudrais également saluer la bravoure et le don de soi des forces de défense et de sécurité de nos armées nationales, de celles de la force conjointe du G5 Sahel et des forces alliées qui se battent quotidiennement au prix de leur vie pour la préservation et le maintien de la paix et de la sécurité dans l'espace du G5 Sahel et bien au-delà. La célébration de la journée du 19 décembre cette année, dans le contexte particulièrement difficile que nous connaissons, me donne l'occasion de rappeler et de renouveler notre engagement à faire de notre espace G5 Sahel, comme l'ont voulu les pères fondateurs, un espace de développement, de sécurité et de prospérité au bénéfice de nos braves populations. Aussi, notre région, notre Sahel, terre de brassage, de contacts et de civilisations millénaires, doit-elle rester un rempart contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'extrémisme violent. Et nous travaillons fort dans cet esprit pour qu'aucun effort ne soit ménagé pour la préservation et le maintien de la sécurité, de la paix et de la stabilité, conditions indispensables au développement de notre région. Population du G5 Sahel, Mesdames, Messieurs, amis et amoureux du Sahel qui avaient fait le choix de vivre parmi nous. Il y a 8 mois, un grand Sahélien, grand par les idées et par ses actes de dévouement, nous quittait les armes à la main. Il s'agit du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Fait le maréchal du Tchad, un des pères fondateurs du G5 Sahel, a fait don de sa vie pour la paix, la sécurité et la quiétude des populations tchadiennes, sahéliennes et au-delà.
Respectons sa volonté, lui qui croyait en notre organisation, le G5 Sahel, et qui avait fait le serment en novembre 2015 de la faire réussir. En cette journée anniversaire de la signature de la Convention de création du G5 Sahel, rendons-lui un vibrant hommage bien mérité et priez pour le repos éternel de son âme ainsi que pour celle de tous ceux qui ont donné leur vie pour la très noble cause de la sécurité et du développement de l'espace sahélien. Que leur âme repose en paix. En célébrant la journée du G5 Sahel, nous réaffirmons le refus de la fatalité des Sahéliennes et des Sahéliens et magnifions notre grande ambition pour un Sahel en paix avec lui-même, vecteur de paix et de stabilité pour son voisinage immédiat, pour l'Afrique et pour le monde. Population du G5 Sahel. En février 2021, le Tchad prenait pour la deuxième fois la présidence tournante du G5 Sahel. Le bilan de cette présidence, à quelques 2 mois de la fin de son mandat, est encourageant au vu des réalisations et des chantiers en cours, malgré la pandémie de la Covid-19, qui, au-delà de son coût humain, a déstructuré nos économies fragiles et déjà accablées par la dette. C'est donc ici l'occasion idoine pour moi de rappeler que la stratégie du G5 Sahel repose sur 2 piliers qui sont la sécurité à travers la force conjointe et le développement avec le programme d'investissement prioritaire. En faisant le bilan de cette stratégie, nous sommes suffisamment conscients que le chemin est encore long. Beaucoup reste à faire pour sortir nos populations du sous-développement et leur offrir le bien-être. C'est pourquoi les efforts doivent être et seront poursuivis avec des actions prioritaires importantes à impact rapide, avec l'appui et l'accompagnement de tous nos partenaires et amis. C'est aussi le lieu pour moi d'exprimer, une fois de plus, nos remerciements les plus sincères à l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux de notre organisation pour leur constant et précieux soutien et engagement. Le Sahel ne doit nullement être le théâtre de convoitises internationales et encore moins le champ de positionnement pour les puissances aux visées tentaculaires. Le Sahel, sachez-le, est d'abord et avant tout aux Sahéliens, de la même manière que l'Afrique est d'abord aux Africains. Par conséquent, les amis du Sahel sont appelés à soutenir les États du Sahel, engagés dans un combat difficile et de longue haleine. Avec mes homologues chefs d'État du G5 Sahel, nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur la contribution de toutes les couches de nos sociétés, mais aussi de nombreux amis du Sahel pour gagner cette lutte pour la préservation de la paix dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. Vive le G5 Sahel, vive la paix. Merci à vous donc pour cet extrait, mais on va quand même préciser de manière historique que le G5 Sahel naît le 15 au cours d'un sommet du 15 au 17 février 2014. Donc, justement, c'est un cadre institutionnel qui appartient à ces 5 États et que la journée, elle a été adoptée justement, donc, journée du G5 Sahel, justement le 19 donc, décembre 2017. Alors, Linda Larbaoui, nous on va regarder dans cette direction de l'histoire tout en cadrant avec les propos
de Mahamat Idriss Déby. Depuis la création du G5 Sahel, est-ce que les populations et les peuples du Sahel se reconnaissent en cette institution? Est-ce qu'on peut faire d'une manière, ne serait-ce que sommaire, son bilan? Moi, je pars du principe, par rapport à tout ce que j'ai vu dans ma vie, tout ce que j'ai étudié, tout ce que la France a créé ne peut servir que la France. Et on ne peut pas se reconnaître dedans. Ce n'est pas possible. Parce que quand on voit le G5 Sahel, pourquoi il a été créé? Il a été créé pour maintenir la France dans le Sahel. Il n'a pas été créé pour libérer les populations et les pays du sahélien. C'est pas pour ça qu'il a été fait. Donc, s'il faut travailler ensemble, il faut travailler différemment. Et je pense bien, par rapport à ce que j'ai comme données, je pense que ces pays-là ont compris, que ce soit le Tchad, le Mali, l'Algérie, la Mauritanie également, qui essaye d'être derrière l'Algérie parce que la Mauritanie n'a pas les moyens d'être seule ou de se mettre face à la France, c'est pas possible. Donc, non, on ne se reconnaît pas là-dedans. Ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Ils peuvent faire semblant de travailler ensemble, mais je crois que dans les coulisses, il y a un travail qui est en train de se faire. J'étais la première à parler du Tchad et j'insiste là-dessus. Le Tchad a coupé avec la France. Le Tchad, c'est les États-Unis. Le fils Déby, c'est un anglophone. Il a fait ses études aux États-Unis. Il a un esprit plus anglo-saxon, pas francophone, encore loin francophile. Donc, et après le décès de son père, c'est les États-Unis qui ont soutenu la transition dirigée par lui, et il a ouvert, j'en ai parlé cette semaine, le Pentagone a un bureau d'études vers la frontière de la Libye. Donc on voit que le G5 Sahel, il n'y a plus, comme Barkhane, il n'y a plus non plus. C'est fini Barkhane, c'est terminé. J'espère que j'ai répondu à votre question. Certainement revenir à vous. On va rester avec vous dans l'entrejambe. On va, Gamal Abina, vous avez suivi donc Linda Larbaoui, mais vous avez aussi suivi le général Mahamat. Le général Mahamat fait savoir que le Sahel, c'est d'abord aux Sahéliens comme l'Afrique est aux Africains. Est-ce qu'avec le G5 Sahel, cette affaire, cette assertion de la célébration de cette journée s'est justifiée? Le discours qu'il a développé est un discours intéressant sur deux points. Le premier point, c'est la sahélisation du problème, à savoir que c'est une affaire de Sahéliens, que ça appartient aux habitants du Sahel, que cette région n'appartient pas à d'autres blocs. Il a parlé d'expressions très fortes, quand des visées tentaculaires de la part de grandes puissances. Cette analyse est juste. Ensuite, on se souvient que son père était déjà un proche de Kadhafi. Les gens ont peut-être oublié que Idriss Déby Itno était un proche de Kadhafi, que la perte au combat dans des circonstances assez troubles de son père, le pousse à agir à son tour et à agir de façon à peu près digne. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il a parfaitement identifié qu'il y a un basculement de la situation du Sahel par rapport à des forces extérieures qui sont des appuis stratégiques. Il l'a identifié, c'est la raison pour laquelle il a un discours qui est beaucoup plus offensif aujourd'hui. Puis surtout, les deux aspects dont je voulais évoquer, le premier aspect, c'est l'aspect sécuritaire, évidemment, à savoir que c'est bien G5 Sahel, ces 5 forces coalisées qui vont avoir des appuis extérieurs, qui commencent déjà à en avoir avec les Russes, d'ailleurs, on s'en rend bien compte avec le Mali. Ce G5 va coordonner ces forces pour faire en sorte d'éradiquer ce qu'on appelle simplement la menace terroriste, qui en réalité sont des groupuscules sous couvert de religion qui ont tendance à plutôt commettre des crimes. Et donc, il a tendance à penser, et il a raison de penser, qu'il a des soutiens extérieurs sur lesquels il peut s'appuyer, mais il rappelle, et le fait très bien, qu'il faut toujours ne pas perdre de vue que ces soutiens restent des alliés stratégiques et non pas des maîtres à bord ou de nouveaux colons. Et c'est bien de le rappeler parce que dans un discours comme celui-ci, il lance les fondements d'une indépendance des Sahéliens pour commencer, puis plus largement de l'Afrique, avec le soutien d'autres Africains. Alors quand on élargit la voilure au-delà du G5, on se rend bien compte que l'Algérie était à la manœuvre pour le G5 au départ. C'est elle qui a poussé l'initiative
que les Africains prennent en charge leurs propres difficultés et soient appuyés par les Africains, c'est très bien. Ensuite et surtout, on se rend bien compte qu'il a fait référence à la question économique, parce qu'une fois que vous avez réglé la question sécuritaire, et c'est une question qui est extrêmement importante, eh bien, il parle d'un programme économique, d'un programme d'investissement prioritaire, ce qui est essentiel afin de réduire les difficultés des populations locales et de leur donner quand même un minimum de standards de vie acceptables, qui ne les poussent pas à vouloir franchir la Méditerranée pour aller trouver la misère ou la mort en mer. Et donc toutes ces questions sont abordées de façon très intelligente. D'abord la sécurité, et la sécurité est en train de se mettre en place avec le soutien et le concours des Russes et des Chinois, sans doute des Iraniens, sans doute des gens souvent de l'Est d'ailleurs, qui ont subi pour eux-mêmes d'ailleurs des problèmes de sécurité. Et la deuxième question qui se pose, c'est la question économique. Et il l'a soulevé de façon parallèle, c'est très subtil de sa part. Parce que la France, quand elle arrive au Sahel, ne parle pas d'économie. Elle ne parle que de sécurité. Elle ne parle que de sécurité, alors que le sous-jacent dans la France, c'était un sous-jacent hautement économique. C'est sécuriser ses approvisionnements dans certaines minerais dont ils ont besoin, particulièrement, évidemment, tout le monde ne perd pas de vue, au Niger, l'uranium, mais au-delà de l'uranium, il y a d'autres minerais qui sont essentiels au maintien d'une économie française qui est à bout de souffle. Et donc, toutes ces raisons-là font qu'effectivement, quand ce discours arrive, il arrive dans des circonstances qui sont quand même très favorables et qui sont rassurantes. On sent avec ces jeunes dirigeants, car n'oublions jamais une chose importante, ce sont de jeunes dirigeants. Ça rappelle un peu Sankara quand il arrive en 83, tous ces grands dirigeants de qualité qui arrivent et qui veulent, qui ont une vision patriotique. Le terme nationaliste ne me plaît pas parce que l'Afrique, c'est plusieurs nations qui se sentent un destin commun. Patriotique pour leur pays et nationaliste africain pour la nation africaine, et qui commencent à déborder de leur petit précaré national pour dire on doit collaborer ensemble, on doit se co-développer. Ils ont compris que la France n'a pas apporté le développement qu'elle prétendait vouloir apporter par le truchement de cette démocratie de façade que Mitterrand avait consacrée à la Baule en 90, après la chute du mur de Berlin. Et bien aujourd'hui, ils ont compris que ceux qui étaient leurs ennemis, soi-disant héréditaires, qui auraient été les Russes, finalement deviennent des alliés. Merci à vous, Gamal Bina, pour ce cadrage. Yam Timba, Idriss Déby Mahamad, le général, décidément panafricaniste, vous avez suivi son discours. Je crois pas qu'on devient panafricaniste en deux phrases et 2 minutes. Sinon, ce serait trop facile et puis tout le monde pourrait le devenir. Je ne crois pas que c'est comme ça que ça se passe. Et je pense qu'il faut faire très attention. Parce que le Tchad n'est pas une contradiction près. En tout cas, le Tchad sous lui n'est pas une contradiction près. Donc, il faut être très vigilant et méticuleux, enfin circonspect sur tout ce qu'il a dit. Parce qu'au fond... Sur la trame de ses discours. Sur la totalité de ce qu'il a dit. Vous n'enlevez pas une virgule, il faut être circonspect sur tout. Il faut qu'on se rappelle très bien que... alors, c'est quoi d'abord le G5 Sahel? Le G5 Sahel, c'est 5 États qui ne sont même pas capables de financer le fonctionnement du G5 Sahel et qui sont obligés de faire appel à la France. Donc, ce n'est pas viable. Deuxième chose, le G5 Sahel, c'est essentiellement d'anciennes colonies françaises. Alors, vous avez d'anciennes colonies françaises qui s'étalent essentiellement sur 3 zones monétaires. Oui, 3 zones monétaires. Qui s'étalent sur 3 zones monétaires, et 2 de ces zones monétaires, malheureusement, sont contrôlées par la France. C'est-à-dire que vous avez la Mauritanie qui a sa monnaie, donc c'est exclu. Et puis vous avez les autres pays, comme autour du Mali, Burkina, etc., qui sont dans le franc CFA, ouest africain. Et puis vous avez le Tchad qui est dans le franc CFA de l'Afrique, de la CEMAC. Et donc, vous avez là, en réalité, un pays qui est quand même, de façon regrettable, pratique encore l'esclavage des Africains. Les Arabes, ils pratiquent encore l'esclavage des Africains. Et puis, de l'autre côté, vous avez 4 pays boiteux qui ne sont pas capables d'avoir une politique économique. Parce que vous ne pouvez pas avoir de politique économique si vous n'avez pas de politique monétaire. Vous ne pouvez pas parler d'investissement là où vous n'avez pas de monnaie. Et donc, du coup, vous êtes dans une affaire qui, au regard de la plupart des spécialistes, la question est de savoir, mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? On parle d'une affaire qui a commencé d'abord comme étant un prolongement des activités d'Interpol, c'est-à-dire des activités de pure police pour s'assurer que tous les trafics qui peuvent avoir lieu dans cette zone
seront contrôlés et que les gens pourront ne pas échapper aux mailles de la police. Mais les gens se sont demandé, mais quelle maille de la police? Puisque de toutes les façons, on sait qu'est-ce qui provoque le fameux terrorisme dans la zone du Sahel. Ils n'avaient qu'à pas tuer Kadhafi et ils n'ont qu'à à ne pas avoir le franc CFA, etc. Mais c'est à cause de ces facteurs-là que le terrorisme progresse et puis est entretenu dans cette zone-là. Donc, à partir du moment où vous ne vous attaquez pas au fondement et que vous venez nous dire qu'il n'y a pas d'investissement prioritaire, vous venez dire qu'il y a le chemin long à faire en diplomatie, ça veut dire qu'on n'a rien fait, on n'a pas de bilan sérieux. Donc, en fait, ce discours, il faut être très circonspect. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire très attention aux contradictions du Tchad. C'est le même Tchad. Vous n'êtes pas assez dur? Moi, je ne sais pas si je suis dur ou pas. Je fais juste de l'analyse scientifique. Après, si les gens ont des émotions, c'est leur problème. Moi, je suis sur les faits. Les faits, on n'a pas demandé au fait d'être dur ou mou ou jaune ou vert. Les faits sont là. Et les faits qui sont là sont que les contradictions tchadiennes nous amènent à nous poser énormément de questions chaque fois que le président actuel du Tchad prend la parole. C'est le même qui va dire le G5 Sahel doit faire, mais en même temps, c'est celui qui dit au Mali, qui est membre du G5 Sahel, attention à ne pas faire venir les Russes chez vous, je ne suis pas d'accord, alors que le Mali cherche sa liberté. Vous ne pouvez pas à la fois vouloir dire que le Sahel que l'Afrique doit être aux Africains, le Sahel doit être aux Sahéliens, alors qu'il y a un pays qui est justement membre de votre organisation qui veut se débarrasser d'une exécrable tutelle française qui rend les Maliens pauvres et qui diminue les Maliens aux yeux de tout le monde. Et vous venez quand même dire que le Sahel est aux Sahéliens alors que vous supportez la France. Non, vous ne pouvez pas à la fois supporter celui qui écrase les membres, les populations des autres membres de votre organisation et dire que vous voulez que cette zone qui regroupe vos pays soit... Vous trouvez une incohérence? Il n'y a pas une incohérence, il faut suspecter cette attitude. Si on veut être gentil, on va dire qu'il y a une incohérence, mais là on est sur des questions sérieuses parce qu'il y a des gens qui meurent. Lui-même il a parlé des gens qui meurent. Quand des gens meurent, il ne s'agit pas d'être gentil, il s'agit de dire à quelqu'un, vous êtes dans une contradiction terrible. Vous ne pouvez pas à la fois déplorer les morts et avoir une attitude qui empêche qu'on mette fin à ces morts-là, à la situation qui conduit à ces morts-là. Donc il y a ce problème-là et je crois qu'il y a une attitude minimale qu'on attend de ceux qui veulent être panafricanistes aujourd'hui. Ce n'est pas les discours, c'est les faits. Et si le Tchad dit aujourd'hui, OK, ben il faut que le Mali, comme ils ont fait un plan qui leur permette de reconquérir leur territoire, de faire asseoir à nouveau tous les Maliens, les réconcilier et ils conquièrent leur liberté, ils relancent leur économie et ils améliorent les conditions de vie de leur population, eh bien, nous soutenons ce que le président malien et le peuple malien trouvent comme étant juste pour le Mali. Alors là, on a un vrai panafricain qui parle. Mais s'il y a un panafricain qui estime que les intérêts de ses amis de Lula au Brésil quand il est arrivé, vous croyez que c'était pourquoi? Vous êtes chef de l'État, il n'y a que vous dans ce pays-là pour prendre certaines décisions. Et si vous ne prenez pas cette décision, personne d'autre ne les prendra parce que personne d'autre n'en a le pouvoir, personne d'autre n'en a l'autorité, personne d'autre n'a la signature. Donc vous prenez cette décision-là, vous poussez votre pays dans un sens libre à ceux qui seront d'accord ou pas, parce que dans tous les cas, votre pays ne va pas disparaître. Merci. Alors, Mbami de Fouchada, vous savez, moi, c'est le souci de vérité, hein, de cohérence, de logique et d'intégrité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une consolidation, tout au moins une justification de ce flou, de cette curiosité, c'est le mot utilisé par Yam Timba, dont fait mention Yam Timba, lorsqu'on sait par exemple que Mahamat devait être au Mali avec Emmanuel Macron, avec le G5 Sahel et la CEDEAO. Je voudrais dire que le devoir de vérité nous impose de reconnaître que, comme il a dit lui-même, les situations ou les questions à résoudre au Tchad et au Mali ne sont pas les mêmes, ne sont pas véritablement similaires. Même s'il y a beaucoup de similitudes
entre ces différents pays. Et donc, face à des questions différentes, on peut avoir des réponses différentes. Disons que, et comme je l'ai dit tantôt, le contexte dans lequel même certains de nos dirigeants accèdent au pouvoir, et dans les deux cas, on voit des différences. Donc, maintenant, par rapport à une rencontre qui a été annulée, le président... Non, pas seulement la rencontre, mais la conjugaison des efforts des deux personnalités, des deux figures, dans un espace commun, c'est-à-dire le G5 Sahel, et naturellement... ils ont des intérêts communs dans, oui. dans cette organisation, dans laquelle peut-être certains ne se reconnaissent pas, mais qu'on dit que c'est déjà quand même un petit pas. On peut se fonder sur cette organisation pour construire, pour bâtir, ou même pour déconstruire le système, M. Etondi. Vous savez, chaque fois que vous tombez, au lieu de vous prendre, ramasser un caillou, à la fin, vous allez construire un rempart contre l'adversité. Donc, je pense que nous sommes dans cette situation en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes optimistes. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous victimiser. Nous ne nous posons pas en victime. Mais nous, par devoir de vérité, nous disons que, OK, voici le système. Nous sommes dans un système dont nous n'avons pas créé, nous ne l'avons pas conçu. Aucun des fondements, nous le maîtrisons. Et nous voulons jouer le beau dans ce système. À commencer par nous, mon pays, le Cameroun. Nous sommes indépendants le 1er janvier, soi-disant. J'attendrai le 1er janvier 2022 pour voir s'il y aura une célébration. De ma mémoire, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une célébration de cette indépendance le 1er janvier. Maintenant, l'acte d'indépendance fut signé par qui? Quels sont les partis qui signaient? Donc c'est pour dire le système dans lequel nous sommes. C'est pour revenir, c'est très important de bien comprendre cela. Nous sommes dans un système que nous ne maîtrisons pas. Au Mali, c'est-à-dire le Mali est dans un système. Le Mali et le Tchad, les deux personnalités, les deux figures. Voilà. Tout comme les autres pays africains. Ce qui est vrai au Mali pour le système, au Tchad pour le système, est vrai dans tous les autres pays africains. La plupart des pays africains. Bami de Fauchada, est-ce que dans cette configuration qui apparemment est nouvelle, et eux-mêmes sont des jeunes et nouveaux. Yam Timba venait de convoquer un ensemble d'éléments tout à l'heure. Est-ce que l'un et l'autre sont déterminés, décidés de manière claire vis-à-vis les intérêts qui sont africains, tchadiens, et les intérêts qui sont occidentaux? Nous avons noté, M. Etoundi, les discours offensifs. Nous l'avons qualifié d'un discours, d'une posture offensive du président Mahamat Idriss Déby au Tchad, qui vient rejoindre quelque part les postures révolutionnaires et de rupture du président Assimi Goïta. Les deux se rejoignent. Qui vient rejoindre les postures révolutionnaires et de rupture du président Assimi Goïta au Mali. Donc, si on se rend compte qu'un autre leader africain veut emboîter le pas à ce qui a lieu d'appeler maintenant c'est-à-dire la nouvelle mode, nous voudrions que ce soit la nouvelle mode en Afrique. Cette posture, qui n'est pas nouvelle, qui était celle de Sankara déjà. Tout ce que le président Assimi Goïta fait aujourd'hui, Sankara l'a fait. Il a pris des postures plus dures que celle-là. Nous voudrons que les chefs d'État, dans notre souhait de l'émergence d'une nouvelle classe dirigeante en Afrique, nous voudrons que les chefs d'État se positionnent comme des sankaristes, comme des kadhafistes. Des gens qui sont prêts à tenir tête à l'ordre oligarchique, capitaliste et impérialiste qui nous menace. Mais restons avec ces deux. Est-ce que, moi je voudrais qu'on soit pratique et concret, et à la limite, si vous voulez, on peut parler d'empirisme, c'est-à-dire, est-ce que lorsque Assimi Goïta donne les conditions et que ces conditions sont dures, est-ce que cela réjouit le général
Mahamat Déby. Je ne pourrais pas lire dans une boule de cristal. Non, je ne demande pas de Je ne peux pas savoir, parce que la réjouissance de son cœur, la joie, le sentiment, monsieur Etoundi. Disons-nous, est-ce que ces conditions peuvent... le fait que Macron et Emmanuel Macron ne soient pas venus arrangerait... Je peux vous répondre, monsieur Etoundi. Je vous dis c'est ceci. ça le fond de ma question. Voilà, je vous comprends. J'ai dit ceci. En tant qu'Africain, tout Africain devrait se réjouir d'un acte qu'on pose qui peut affaiblir le système. Tout bon Africain, tout Africain est pris de liberté, de paix, de sécurité, de développement, d'indépendance et de souveraineté de l'Afrique devrait se réjouir de tout acte posé par qui que ce soit pour affaiblir le système sur chaque once du territoire de l'Afrique. Et je crois que ce que le président Assimi Goïta pose comme acte redonne de la fierté à chaque Africain. Même s'il ne le proclame pas par politique politicienne. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les enjeux, il y a les dessous, il y a les à côté, il y a ceci. Mais je voudrais dire ceci. Chaque fois que quelqu'un se positionne en Afrique, dans le canevas qu'a pris le président Assimi Goïta, qui est celui qu'avaient pris les Amical Cabral hier, les Sankara, les Kadhafi, les Gamal Abdel Nasser, c'est-à-dire tous ces hommes, ces grands hommes dont l'Afrique est fière, dont nous sommes fiers, dont nous voulons être les porte-flambeaux aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être contents, nous ne pouvons que leur tirer le chapeau, nous ne pouvons que les saluer, monsieur Etoundi. Et je crois que si j'étais à la place du président Mahamat, je ne pourrais que prier pour que tout ce qu'il entreprend soit un succès du côté du Mali. Parce que l'échec de la France ou de tous les impérialistes au Sahel, c'est le début de la libération de tous ces pays, y compris le Tchad. Je vois Linda Larbaoui là. Je crois que les dieux de la connexion qui n'étaient pas avec nous pour le rendez-vous du Sahel se sont convertis finalement. Et que vous êtes avec nous, je reviens à vous, Madame Linda Larbaoui, est-ce que vous êtes avec nous? J'interroge maintenant ce que j'ai appelé ici le devoir de vérité, de rencontre entre les deux personnes, les deux figures, c'est-à-dire Assimi Goïta, qui est une figure vraiment dure, et Mahamat Idriss Déby, selon Yam Timba ici, qui est une figure peu curieuse. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que les deux construisent un Sahel ou vont dans un Sahel ou vont dans une direction d'un Sahel qui peut être souverain et autonome? Ils ne peuvent pas aller dans la même direction. Monsieur Assimi Goïta veut une Afrique africaine et Monsieur Idriss Déby, il a les États-Unis derrière lui. Monsieur Assimi Goïta, c'est le peuple qui le soutient. Monsieur Idriss Déby, c'est une force étrangère qui le soutient. C'est pas la même chose. Je viens là, quand il y a eu la coupure, je viens d'apprendre justement que les États-Unis ont baissé leur budget pour combattre le terrorisme. Ils l'ont baissé de 300%, c'est énorme. Et tout ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Alger et la Tunisie se sont rapprochés énormément. Et c'est les deux ministères de l'Intérieur qui se sont rapprochés pour combattre le terrorisme et pour essayer de sécuriser la Libye. Le fils Déby, il joue le jeu, mais c'est au profit, c'est pour son propre profit et au profit d'une force étrangère encore. Des fois, j'insiste sur les mots parce que ça, c'est important. Mais en tous les cas, ça peut sécuriser la Libye, mais c'est pour aussi évincer la France. Actuellement, écoutez bien ce que je vais vous dire et le temps vous le confirmera. Actuellement, les États-Unis sont en train de mettre leurs pions en Afrique, comme la Turquie d'ailleurs,
et ils soutiennent tous ceux qui sont contre la France, mais parce que c'est les États-Unis qui veulent récupérer, et cette fois-ci, c'est eux qui seront devant. La France est grillée. Ça fait longtemps. Africom, le patron d'Africom, il a visité en l'espace de 2 mois plusieurs fois l'Algérie pour négocier tout ça. Et la France ne veut pas céder le terrain. La France a peur de perdre et de tout perdre. Alors, elle part sur le principe, comme d'habitude, c'est la politique française, c'est la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, je vais perdre, mais tout le monde perdra avec moi. Donc voilà. Et les États-Unis ne sont pas d'accord pour perdre. Eux-mêmes, ils perdent leurs intérêts en Afrique. Donc, ils sont en train de remplacer la France partout où elle est grillée. À l'heure d'aujourd'hui, quand on se parle, la France est toujours présente en Libye, dans le sud libyen. Mais les États-Unis, ils ont ce qu'on appelle les accords 2020-2030 avec la Tunisie, c'est des accords militaires. Et puis, ils ont aussi un bureau du Pentagone dans le nord du Tchad, donc c'est le sud de Libye. Là, ils sont en train de prendre en étau la France. En dehors de ça, quand on voit que la France, elle a perdu l'Algérie et elle l'a perdu à 100%, je vous donne une information aussi, c'est qu'à partir d'hier, les avions militaires russes peuvent traverser l'Algérie pour aller au Mali. Donc, ce que la France, l'Alger donnait à la France, elle leur a enlevé, mais maintenant, c'est les Russes qui remplacent. Et c'est ça qui a fait que les États-Unis ne sont pas contents, donc ils ont baissé leur budget pour combattre le terrorisme. Et je reviens à ce que je disais, c'est que le Tchad, celui qui a suivi le sommet Turquie-Afrique, eh ben, il a les informations comme quoi le Tchad vient de signer avec la Turquie pour acheter quelques armes militaires comme le Berdar, tout ça, leurs drones et d'autres armes. Donc il y a déjà un rapprochement avec la Turquie. La Turquie, c'est la façade des États-Unis, c'est l'OTAN. Donc on voit que là, la France, c'est pour ça qu'il n'y a plus de Barkhane. La France est prise en étau dans le sud de la Libye et elle n'est pas par les États-Unis. Et elle est prise en étau par Alger et les États-Unis dans le Sahel, au Mali. Donc, Barkhane, c'est fini. Les États-Unis sont en train de mettre leur pion. Il ne faut pas tomber dans le piège où on se dit c'est vrai que s'il y a des intérêts avec la Turquie, on peut y aller. Si le Tchad il se prétend un panafricaniste, j'y crois pas trop, mais il faut prendre les bonnes choses. Si ça peut aider le Mali à sortir de sa crise, pourquoi pas? Le Mali ne peut pas être sur tous les fronts. Il a l'avantage d'avoir Alger avec lui et ses 1300 kilomètres de frontières. Donc, si la CEDEAO veut faire des sanctions, on s'en fout complètement parce qu'il a 1300 kilomètres d'ouverture. Il peut jouer avec ça. Alger autorise la Russie à traverser son espace aérien pour le Mali. C'est parfait aussi, ça aide. Après, il y a aussi, je vais revenir un petit peu au décès d'Idriss Déby. Juste quelques temps avant son décès, peut-être 2 ou 3 semaines, l'information, je l'avais notée et je peux la revérifier, mais c'était vraiment 2-3 semaines avant son décès. Monsieur Idriss Déby, paix à son âme, avait donné un dossier concernant le terrorisme à l'Algérie, un dossier très important où il avait donné une liste de noms de terroristes que la France entraînait chez elle, et ce sont des Algériens pour qu'ils viennent faire du terrorisme en Algérie.
Il est mort peu de temps après. Est-ce que son décès est lié ou pas? Je ne pense pas. Mais en tous les cas, il était contre le terrorisme. Son fils suit le même chemin dont il veut éliminer le terrorisme du Sahel parce que les États-Unis ne veulent pas que ça déborde. Les États-Unis veulent prendre la place de la France en ayant un endroit qui n'est pas totalement sécurisé parce qu'il faut toujours créer de la zizanie pour dire notre présence est importante, mais ils ne veulent plus de la France. La France, c'est terminé et la France ne veut pas quitter. Je vais revenir à l'Allemagne aussi, qui, elle, les Allemands, il y a quelques jours, ils ont fait des accords. Donc, ils veulent renforcer l'OTAN. Ça, c'est les Allemands. Ils sont complètement contre la France pour créer une armée européenne et ils veulent renforcer l'OTAN et renforcer le budget. Donc, ils sont au niveau sécurité, ils sont avec les Américains. Au niveau commerce, ils signent des accords avec la Chine, ils renforcent leur commerce. Donc, au niveau commerce, ils sont avec les Chinois. Et au niveau énergie, ils viennent d'ouvrir le 2e gazoduc avec la Russie. Donc, l'Allemagne a choisi son camp. L'Espagne, il y a 3-4 jours, ils étaient en plein exercice militaire maritime en Méditerranée, en Algérie. Donc là, il y a une fraction, il y a la France qui est en train de partir, mais les Américains profitent de toute cette situation pour remplacer. Et croyez-moi que le fils d'Ebi, c'est un anglo-saxon dans la tête. Il est très très proche des États-Unis. C'est là où il a vécu. Et c'est leur élément. Le fils d'Ebi n'est pas l'élément de la France. Merci. Alors, Gamal Abina, ben, il n'est pas là. On va forcément nous tourner vers Yam Timba. Alors, nous sommes là dans un jeu d'intérêt. Alors, dans ce jeu d'intérêt, est-ce que le devoir de vérité, Madame Linda Larbaoui vient de dire le camp de Mahamad, le général Mahamad Idriss Déby, est-ce que dans ce jeu d'intérêt qui implique nécessairement la confrontation des blocs, les réseaux, les puissances, est-ce que le devoir de vérité peut être respecté? Après, tout dépend de ce qu'on entend par vérité. De quoi parlons-nous? Est-ce que nous sommes en train de parler de la vérité des intérêts, si nous parlons de vérité ici, c'est la mise en avant des intérêts africains fondamentalement. Alors, fondamentalement, les intérêts africains dans cette zone, comme dans toute l'Afrique, c'est la liberté de l'Afrique et c'est le développement économique de l'Afrique. Ouais. Alors, si nous partons de ce point de vue, il est clair que le discours ambiant, le discours dominant aujourd'hui n'est pas le discours africain. Et il y a un discours qui commence à porter et qui est le discours que nous tenons ici, Afrique Média depuis un certain temps et un certain nombre d'autres médias d'Afrique et d'en dehors de l'Afrique, mais tenus à qui ont la voix de nos frères, c'est de dire que au jour d'aujourd'hui, à la vérité, nous devons aller non pas dans le sens d'une quelconque évolution ou de donner du temps à je ne sais quoi, mais aller dans le sens de dire il faut une rupture. Et plus cette rupture sera brutale, soudaine, plus elle nous profitera. Plus cette rupture ressemblera à l'Union française ou à la proposition de Gaston Defferre, à la loi Defferre, ben, écoute, c'est-à-dire vous devez être dans une perspective d'évolution et avec le temps on va voir, eh bien plus vous allez vous risquer en l'écoutant, en essayant de considérer ce type de proposition, de tomber justement dans les pseudo-indépendances dans lesquelles l'Afrique est tombée aujourd'hui. Or, l'idée est justement de mettre fin à cette pseudo-indépendance. Nous ne sommes plus là aujourd'hui pour écouter le discours occidental, ni d'ailleurs de qui que ce soit. Nous sommes là aujourd'hui pour écouter le discours qui est formulé par nous-mêmes. Parce que dans l'histoire de l'humanité... Le discours qui est formulé par nous-mêmes. Parce que dans l'histoire de l'humanité, on ne parvient à se libérer
que sur la base du discours que l'on élabore, on formule soi-même à partir de ses propres postulats. Si vous vous tenez, vous agissez sur la base d'un discours qui est formulé par l'autre, mais le discours qu'il formule, c'est sa vision du monde, c'est son point de vue dans le sens littéral du terme qui veut dire que c'est à partir d'ici, qui est donc chez moi, qui est mon identité, qui est mes intérêts, que je regarde le monde. Donc, mon point de vue. Alors, nous n'allons pas nous libérer sur la base du point de vue des autres. Nous allons libérer sur la base de notre propre point de vue, de notre vision du monde, du discours que nous aurons formulé nous-mêmes et que nous aurons élaboré et formulé nous-mêmes et que nous allons diffuser nous-mêmes. C'est ce discours-là qui va porter notre marche vers la liberté. Et aujourd'hui, je crois que nous avons identifié tout ce qui fait problème, nous avons identifié tout ce qui dérange, nous avons identifié tout ce qui empêche nos frères de vivre convenablement et de pouvoir s'éduquer convenablement, de pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir, se cultiver, se soigner et être en sécurité. Et ce discours-là signifie 2 ou 3 choses simples. Ce discours signifie, 1, et là, tout à l'heure, je vous entendais me demander est-ce que Assimi Goïta, le Mali, la situation du Mali, non. Et du Tchad, non. En prenant comme illustration cette situation-là, qu'est-ce que nous allons dire? Eh bien, ce que nous disons, c'est que lorsque vous avez des gens qui formulent qui modulent leur attitude et leurs actes sur la base unique de leur histoire réelle et des préoccupations concrètes de leur peuple, eh bien, ces gens-là se libèrent. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, c'est pas d'avoir des leaders qui parlent. Un leader n'est pas payé pour parler. Un leader est payé pour construire, pour agir, pour décider agir. C'est ça qu'on lui demande de faire. Si c'est pour parler, il devient professeur d'université, il devient journaliste, il devient écrivain. Mais si vous êtes un homme politique et que vous êtes un chef d'État, vous êtes un ministre, vous êtes un responsable politique, votre travail, ce n'est pas de parler. Vous parlez pour expliquer, pour dire où vous allez, parce que ce que vous allez faire, c'est ce que vous annoncez. Mais vous n'êtes pas là pour venir tenir des discours dont on ne voit pas très bien le lien avec la situation réelle de votre pays ou l'action éventuelle réelle de votre pays. Et c'est ça qui fait que, malheureusement, dans le cadre de la relation entre, disons, de la mise en comparaison le Mali et le Tchad, entre Assimi Goïta et Mahamat Idriss Déby, nous disons il y en a un qui parle, mais on ne voit pas très bien à quoi cela est lié. C'est le cas de son discours de tout à l'heure. Et on voit de l'autre côté un autre qui ne parle pas beaucoup, mais qui clairement est en consonance avec les attentes de son peuple, avec la demande sociale, historique, économique, politique de son peuple. Donc, il faut que nous comprenions une chose qui est absolument claire et qu'il ne faudrait pas mettre de côté, c'est que l'Afrique va se construire avec les Africains, par les Africains, mais lorsque ces Africains-là auront un discours structuré, formulé, né des préoccupations des Africains. Et l'autre élément essentiel que nous devons prendre en considération aujourd'hui, c'est que la vérité de l'Afrique aujourd'hui, ce sont ses besoins, ce sont les attentes de son peuple. Et les attentes de son peuple, c'est quoi? Les attentes de son peuple sont claires. Ils sont connus. Et c'est parce que ces attentes sont connues que ceux qui pillent l'Afrique, ceux qui aujourd'hui mettent l'Afrique, font leurs calculs géopolitiques par-dessus en croyant qu'ils maîtrisent l'Afrique, alors qu'il y a une génération d'Africains qu'ils ne maîtrisent, qui ne comprennent pas du tout et qui ne maîtrisent pas, ils se prennent la tête en pensant qu'ils la comprennent. Eh bien, ces gens-là, ce n'est pas eux qui vont développer l'Afrique. Et nous, les Africains d'aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour les écouter, leur discours ne nous intéresse pas. Ce qui nous importe, c'est notre discours. Est-ce que pour vous, Mahamat, il n'est pas africain d'hier quand même? Être d'aujourd'hui ne veut pas dire avoir 12 ans. Être d'aujourd'hui veut dire être quelqu'un qui est dans une symbiose totale avec le peuple africain et avec les attentes du peuple africain. Vous pouvez avoir 12 ans et être un homme du passé. Vous pouvez avoir 40 ans et être un homme du passé. Donc vous devez être en symbiose avec l'Afrique. Que veulent les Tchadiens? Est-ce que les Tchadiens veulent qu'on vienne faire des discours sur le G5 Sahel?
Le G5 Sahel, ce n'est pas un espace viable. Ce n'est un espace qui existe nulle part. Sur le plan géopolitique ou historique, ça ne veut rien dire. Le G5 Sahel est une création artificielle de la France pour continuer à contrôler un certain nombre d'anciennes colonies en Afrique, c'est tout. Et donc, vous avez un président qui se fonde dessus pour faire une sortie. Peut-être que c'est diplomatique parce que ça existe, mais ça n'a aucune pertinence. Ce qui est pertinent n'est pas là. Ce qui est pertinent, c'est que le Tchad n'a pas de monnaie. C'est ça qui est pertinent, c'est là où on l'attend. Et en remettant en cause la monnaie qu'utilise le Tchad et en disant on arrête le franc CFA, il ne porte pas seulement les espoirs du Tchad, il porte les espoirs de l'Afrique. Mais quand il parle du G5 Sahel, ça n'a pas d'intérêt pour l'Afrique du Sud. Mais s'il parle du franc CFA, ça a de l'intérêt pour l'Afrique du Sud, par exemple. Et donc, nos hommes politiques doivent monter à un niveau de pertinence et de sérieux qui leur permet d'entrer dans l'histoire. Et c'est ça, porter la vérité de l'Afrique. La vérité de l'Afrique n'est pas dans... non, je préfère dire ce qu'elle est. La vérité de l'Afrique est dans les attentes profondes, historiques et matérielles de l'Afrique. Et ces attentes profondes, historiques et matérielles sont des attentes liées à la situation politique, à la situation économique et aux capacités qui peuvent être données à l'Afrique de répondre aux enjeux. Non seulement les enjeux géopolitiques généraux, c'est-à-dire finalement quels sont les partenariats que nous allons nouer et qui est réellement prêt à travailler avec nous et à accepter que l'Afrique puisse être libre demain, que l'Afrique puisse être puissante demain. Qui est prêt à accepter ça? Voilà les enjeux géopolitiques, mais nous avons des enjeux domestiques. Et ces enjeux domestiques, c'est par exemple que, est-ce que nos pays ont des routes? On va les financer comment? Est-ce que nos pays ont des écoles? On va les financer comment? Est-ce qu'on peut financer des écoles si vous n'avez pas de monnaie? Est-ce que le système éducatif dans nos pays est de nature à donner une conscience originale à notre peuple, mais qui soit en même temps la conscience collective de l'Afrique tout entière, parce qu'en réalité, c'est cela l'objectif de la collaboration des Africains et du panafricanisme dont nous parlons sur ce plateau. Merci. Bami Christian de Fauchada, est-ce que le discours de Mahamat, est-ce que ce discours-là qui a été prononcé le 19, est-ce qu'il n'a pas renforcé la position d'Assimi Goïta vis-à-vis de la France et d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'au Mali, ce discours a été reçu, vous avez l'impression? Est-ce qu'il va dans le sens de vous êtes leader de la convergence? Est-ce qu'il crée une convergence? C'est un discours, convergence de posture. C'est un discours qui porte en lui quelques note d'espoir. À partir du moment où le leader affirme et proclame que le Sahel devrait appartenir aux Sahéliens et l'Afrique devrait appartenir aux Africains. Et c'est le sens même du combat que nous menons avec la convergence panafricaine. Parce que quand nous parlons du temps, c'est parce que c'est un processus. Et nous avons compris les problèmes de l'Afrique en termes de process. Il faut, dès à présent, comme nous l'avons toujours dit depuis plus de 5 ans aujourd'hui, que nous avons lancé le mouvement de la convergence panafricaine, vous étiez là, M. Etoundi, qu'il faut achever le processus de décolonisation de l'Afrique, entamé dans les années 40. Dans le cas du Cameroun, il y avait l'UPC en 1948. Ce processus doit être achevé immédiatement. Alors, pour achever ce processus, par exemple, dans une situation du G5 Sahel, est-ce que Mahamat devrait accompagner les options de la CEDEAO vis-à-vis le Mali? Il y aura beaucoup de politiques politiciennes autour de cela, mais aussi des prises de position fortes, dépendamment de la volonté de l'homme de s'affirmer comme un leader révolutionnaire ou pas. Voilà la question. Mais maintenant, ce sera à lui de jouer sa carte pour entrer dans l'histoire par la petite porte ou alors par la grande porte. Pour inscrire son nom dans l'histoire en lettres d'or comme Thomas Sankara, par exemple. Parce qu'au-delà des discours, puisque nous sommes maintenant dans la posture d'une convergence des deux figures, des deux personnalités vers une direction dynamique de
de pouvoir dynamiter, si vous voulez que je me répète, le système, comme vous l'avez dit. Mais on constate quand même que c'est comme s'il accompagnait la CEDEAO, c'est comme s'il reste avec les mains mortes au niveau de... Dans la politique, on aura beaucoup d'ambivalence sur le plan de la lecture de ce genre de choses, M. Etoundi. Oui. Mais toujours est-il que nous notons, de notre côté, ce discours offensif qui ouvre la porte à de nouvelles perspectives. Il faut le reconnaître. Au-delà de tout et de tout ce qui peut être dit et de tout ce qui s'est fait par le passé, il y a de nouvelles perspectives qui peuvent s'ouvrir. À nous de savoir les saisir, à nous de saisir ces opportunités qui s'offrent à nous maintenant en tant que peuple, en fonction de nos besoins, de nos aspirations, de nos besoins, pour la libération de cette lutte panafricaine que nous menons. On sait quand même que Mahamat Idriss Déby a envoyé une délégation du conseil c'est aussi un conseil de transition comme le conseil militaire du Tchad, pour aller s'enquérir de l'expérience malienne auprès du colonel Assimi Goïta et du docteur Choguel Koukala Maïga sur comment ils ont fait pour arriver à un tel conseil national de transition qui fédère. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas matière à collaborer beaucoup plus et aller vers Assimi Goïta de sa part, malgré les décisions qui sont prises? Est-ce que vous n'y voyez pas des blocages? Linda Larbaou a parlé d'un élève des États-Unis, ou bien de quelqu'un qui est avec les États-Unis. Monsieur Etoundi, ce genre de mariage est quand même difficile à prévoir. Oui, c'est vrai, parce que vous voulez que là, on passe un peu dans de la prospective sur des faits qui ne sont pas scientifiques. Parce qu'il n'est pas prouvé que le fait d'aller à l'école malienne pour les dirigeants tchadiens donnerait les mêmes résultats au Tchad. Pourquoi? Parce que vous avez quand même vu la délégation qui était là-bas. Bien sûr. La question tchadienne. C'est pour ça qu'on se demande, est-ce que les deux figures aujourd'hui peuvent donc construire le G5 Sahel dans un sens qui soit véritablement africain? Ou panafricain, je veux dire. Bon. Pourquoi pas? Il est possible, tout est possible en politique. Et maintenant, et la construction du G5 Sahel dans la perspective d'une Afrique nouvelle et du panafricanisme ne dépend pas que de ces deux personnes. Il faut faire fédérer toutes les forces qu'il y a autour de ce groupement, sinon ça serait un duopole. Et ce duopole ne serait pas bon. Non, nous sommes face à l'actualité, oui, c'est-à-dire que c'est l'actualité. Justement, je réponds par rapport à votre question, sans d'autres questions. Mais je voudrais aller un peu plus loin. Oui, allez-y. Et je vous dis que l'Afrique aujourd'hui, par rapport à ce que monsieur le docteur Timbala dit sur ce plateau, a besoin d'une vision. Et à la convergence panafricaine, nous avons développé cette vision. La vision, c'est la volonté immédiate de souveraineté et d'indépendance optimale des nations. C'est le concept même de la lutte que nous menons pour achever le processus de décolonisation de tous les pays africains, pour une indépendance réelle, une souveraineté. Dans les deux figures, vous avez vu Yama tracer une radicalité d'Assimi Goïta dans ce sens, une curiosité pour l'autre. Ce sont vos mots, hein? Mais et ce qu'il dit est tout à fait vrai. Parce que quand on parle de vision, volonté immédiate de souveraineté, quand nous parlons de rupture, de révolution, la révolution panafricaine libératrice, mais c'est une rupture. On ne va pas caresser les gens dans le sens du poil. Mais par contre, nous disons aussi que c'est un processus, parce qu'il faut achever le processus de décolonisation totale de l'Afrique pour une indépendance réelle, une souveraineté totale. De sorte que les problèmes de monnaie qu'il évoque, de souveraineté monétaire, de souveraineté économique, n'existent plus parce que nous sommes dans la servitude monétaire et économique. Mais avec l'application de la vision, de cette politique de vision, nous sortons de tout cela. Donc ça veut dire, et la vision c'est quoi? C'est une politique qui a été pensée par les Africains pour répondre à ces préoccupations.
pensée par les Africains, justement dans l'intérêt des Africains, pour la libération totale de l'Afrique en fonction de nos intérêts, de nos besoins, de nos aspirations pour le futur, surtout dans le cadre des enjeux qui nous interpellent au XXIe siècle, où tout le monde s'accorde à contrôler l'Afrique, sauf un bon nombre d'Africains. Parce que l'Afrique est le continent de l'avenir, mais les Africains, nombreux sont ceux de ces Africains qui n'ont pas compris que c'est à nous de contrôler cette Afrique. Ce n'est pas aux Russes de contrôler l'Afrique. Ce n'est pas aux Chinois de contrôler l'Afrique. Ce n'est pas aux Français de contrôler l'Afrique. Ce n'est pas aux Américains de contrôler l'Afrique. C'est aux Sahéliens de contrôler le Sahel. C'est aux Africains de contrôler le Sahel. L'Afrique, c'est aux Camerounais de contrôler le Cameroun. Donc, il faut fédérer les forces, converger les énergies pour cette libération de l'Afrique dans un élan de rupture. De rupture, il faut couper le cordon ombilical qui nous lie à toutes ces puissances impérialistes, de sorte que l'Afrique puisse s'affirmer, dire elle-même et impulser la marche du monde en fonction de ces paradigmes. Merci. Alors, on reste au Sahel, on ne part pas. Linda Larbahu, vous êtes avec nous, je crois que vous êtes là. J'espère bien que la connexion ne vous a pas emporté. Oui, ben, je vous vois, vous êtes là. Alors, dites-nous, élargissons un peu quand même le spectre de notre champ de ce soir. C'est-à-dire, alors, on peut s'interroger sur les deux figures et le regard qu'ils ont, le regard sur les actualités récentes, puisque tout s'étend en direction du Mali. Lorsqu'on a vu ce que le convoi militaire français a vécu à Ouagadougou, au Niger, au Mali, où, en principe, pour les autorités maliennes, Madame Parly ne faisait que mentir, est-ce que les deux personnalités, est-ce que vous avez l'impression que pour Mahamat, qui se prononce aujourd'hui pour le Sahel, ça a été au cœur de ses préoccupations? Sur une chose qui est très importante. Là, vous avez cité tous les convois qui ont été bloqués, tout ça. Prenez n'importe quel Africain, sahélien, vous lui parlez du Sahel, il pense tout de suite à M. Assimi Goïta. Tout de suite, il fait le rapprochement Mali, Sahel, Assimi Goïta, il fait face à la France. Le fils Déby est complètement effacé. Il a été parachuté. Monsieur Assimi Goïta, il y a eu la révolution du peuple malien qui voulait un changement, qui a insisté pour un changement et il voulait la paix. Donc, il y a eu cet épisode où c'est des colonels patriotes qui ont pris les devants et qui ont pris le pouvoir dans le pays pour rétablir les choses. Le fils Déby, son père décède, il est parachuté, il prend le pouvoir. Il est complètement effacé par M. Assimi Goïta. Mais on ne parle pas de lui, on ne parle pas du Tchad, on ne parle pas. La vedette aujourd'hui, quand je dis la vedette, c'est bien monsieur Assimi Goïta. Tout le monde en parle. En plus, je vais le dire là à la télé, c'est un beau garçon, oui. Et le fils Déby, il n'apparaît nulle part. Personne ne parle du Tchad. Il y a un soutien extraordinaire de tous les Africains pour le Mali. Donc il y a déjà ça. Et moi, ce que je vois par ce discours, c'est un jeune qui a pris le pouvoir, il a pris la place de son père, il a un soutien extérieur et il veut s'affirmer. Mais pour qu'il puisse s'affirmer, il faut qu'il dégage la personne qui lui fait de l'ombre en ce moment en Afrique. Et celui qui lui fait de l'ombre, c'est M. Assimi Goïta et les gens avec qui il travaille au Mali. Ça, il faut étudier bien cette question et vous allez voir que j'ai raison. Donc, on a envie, encore une fois, de gérer les Africains pour leur mettre quelqu'un devant et dire c'est lui le héros.
Non, c'est pas lui le héros. Ce monsieur-là, personne ne le critique, le fils d'Ebi. Mais si on dit que monsieur Assimi Goïta a fait un coup d'État, alors le fils d'Ebi, c'est pire. Son père, il décède, il dit je suis le maître. Donc c'est devenu une monarchie pour moi. Et c'est ça, ça devient une monarchie. Donc ce nouveau monarque veut s'affirmer en Afrique et il ne peut pas parce qu'il a un rival. Et ce rival est là légitimement. Il a pris le pouvoir à la demande d'un peuple qui souffre. Et il est en train de sauver son pays. Il est en train de très très bien s'entourer. Et il a des soutiens. C'est pas n'importe quel soutien. Et par rapport au panafricanisme, vous savez, je vais vous raconter le début du Hirak. Le début du Hirak, il y avait 3 slogans. Pas de 5e mandat, coupure avec la France. Et puis, il y a eu le 3e qui est très, très important et qui était « Nous voulons une Algérie algérienne, ni orientale, ni occidentale, une Algérie africaine ». Ça, c'était l'un des meilleurs slogans, je pense le meilleur après les 2 autres où il fallait éliminer le frère de Bouteflika qui avait spolié le pouvoir. Donc aujourd'hui, il y a ce côté africain qui revient même en Égypte, il revient aussi en Tunisie. Donc il y a ce sentiment. Pendant presque 2 siècles, l'Afrique a été coupée en 2. Il y avait le nord, il y avait l'Afrique subsaharienne et le sud. Aujourd'hui, il faut qu'on construise une Afrique africaine. C'est à nous de décider. On a marre d'avoir des gens qui sont parachutés à droite et à gauche et qui veulent s'affirmer, qui veulent décider pour les peuples. C'est ça qu'il faut voir. Donc, il peut pas y avoir une coordination entre 2 personnes qui n'ont pas le même esprit, qui n'ont pas le même objectif. Maintenant, je vais chuter là-dessus. Oui. C'est que à travers Alger, il y a quelque chose qui est en train de se construire, le Grand Maghreb et Sahel. Donc, il y a des accords qui commencent à se faire entre l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Mali qui est concerné aussi bien sûr, et même le Burkina Faso. Il y a des accords qui sont en train de se faire au niveau commerce et au niveau aussi de l'énergie, d'électricité, tout ça. Et puis il y a le gazoduc qui passe par le Niger et traverse l'Algérie pour aller le gaz ira jusqu'en Europe. Il y a tout ça qui va faire que tous ceux qui sont parachutés là par les Américains, par les Anglais, par les Français, ils vont devoir partir, ils vont devoir dégager parce qu'il y a d'autres dirigeants qui sont là pour travailler pour l'Afrique et c'est ceux-là qui vont faire de l'ombre aux autres. Merci à vous, Madame Linda Larbaoui. Alors, Yam Timba, nous avons quand même là une analyse et des éléments objectifs, factuels, qui sont... Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression qu'on va dans une dissonance qui pourra desservir le Sahel, ou alors il y aura forcément un mouvement qui va forcer à une unité pour sauver le Sahel? Écoutez, faisons d'abord un petit rappel historique. Oui, allons-y. Le Sahel, ça qui est curieux souvent avec l'Afrique et avec les bizarreries que l'on défend souvent en Afrique. Alors, le G5 Sahel, ça vous rappelle ce qu'on appelle l'OCRS? Tout à fait. Alors, donc, vous avez la France qui a ses projets centenaires, qui ne veut pas lâcher, qu'elle ne veut pas lâcher, et qui vient motive un certain nombre de présidents à créer le G5 Sahel. Parce que tout le monde sait que c'est une... entre-temps, les Africains ont lancé la fameuse ligne verte, la ceinture verte, et on sait que c'est une zone qui deviendra stratégique dans quelques années.
Je rappelle aux Africains que le monde produit 90 milliards de tonnes de minerais. En tout cas, l'année dernière, ça a été le cas. Et l'Afrique contribue pour environ 35%. Donc, autour de 30 milliards de tonnes de minerais. Mais nous n'avons quand même pas le tiers de la richesse mondiale. Et qu'en 2060, ce sera 160 milliards de tonnes de minerais et que l'Afrique contribuera pour la moitié. Et l'une des zones qui apporteront une très grande contribution à ce tonnage-là, à ce volume de minerais, c'est la zone du Sahel, l'ancienne OCRS que la France voulait créer. Un département français qui regroupe le Sahel et le désert du Sahara. Alors, donc, la France manœuvre. En 2014, on met en place une affaire comme celle-là. En 2019, on crée même une journée. Et puis, nous sommes là en 2021. En 2017, on crée une journée. Et puis, nous sommes là en 2017. Et puis, en 2021, nous sommes là à discuter de cette affaire qui est l'une des stratégies de fragmentation de l'Afrique et de division de l'Afrique pour mieux la contrôler. Pourquoi en fait les officines occidentales décident de créer le G5 Sahel? C'est pour contrer la montée en puissance de la CEDEAO et pour contrer la montée en puissance de la CEAC. Ils savent déjà dès 2011, au regard des déconvenus de la France en Afrique, essentiellement en Côte d'Ivoire et au Cameroun, ils se rendent compte que la CEMAC va s'orienter de plus en plus vers la CEAC. D'ailleurs, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Parce que c'est plus stable, c'est plus viable. Économiquement, sur le plan de la superficie, c'est 6,5 millions de kilomètres carrés. Sur le plan de la population, c'est plus de 300 millions d'habitants, donc de consommateurs. Et la CEDEAO, c'est pas loin de 10 millions de kilomètres carrés, et puis il se trouve que c'est plus de 500 millions, près de 600 millions d'habitants. Forcément, vous avez là la CEDEAO aussi, elle se constitue en État aujourd'hui, ce serait le troisième État le plus peuplé du monde. Après la Chine, l'Inde, ce serait la CEDEAO. Et si la CEAC se constituait, ce serait le cinquième État. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce serait le quatrième État le plus peuplé dans le monde, après la Chine, l'Inde, les États-Unis, et viendrait donc la CEAC. Ce sont des enjeux essentiels. Et quand on est face à ces enjeux et qu'on voit un président africain venir parloter sur une question comme celle-là, ça pose des problèmes. Mais quelle est la vision? Il est président, qu'est-ce qu'il pense de l'Afrique? Comment pouvez-vous être président africain? Vous voyez comment on fragmente l'Afrique et vous venez célébrer la fragmentation de l'Afrique. C'est ça les problèmes que nous avons. Ah non, pour vous, c'est célébrer la fragmentation. Mais c'est célébrer la fragmentation de l'Afrique. À votre avis, pourquoi Assimi Goïta n'a pas voulu de ce sommet? C'est parce qu'il se dit, mais quelque chose qui ne va pas chez ce gars-là. Donc, il veut venir en plus Macron, après que, n'oubliez pas que c'est le Mali qui a torpillé le projet de l'OCRS. Et Assimi Goïta, lui, il ne l'oublie pas. Il ne l'oublie pas. Et donc, il se dit, mais ce gars, après la tentative de l'OCRS, après la tentative de ce qu'ils appelaient l'histoire de l'euro-méditerranée, je ne sais pas trop quoi. Avec Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Et puis là, le gars, il revient, il dit, mais ils ont fait le G5 Sahel, je ne vois pas très bien ce que ça apporte. Mais toujours est-il que le gars veut venir lui donner, il veut que moi, Assimi Goïta, en fait, c'est que ce sommet aurait permis qu'Assimi Goïta donne une légitimité au G5 Sahel. Et donc, le gars se dit, mais comment quelqu'un peut vouloir me manipuler en plein jour que j'ai les yeux grands ouverts? Et il pose des conditions qu'il savait que l'autre n'accepterait pas, puisqu'il devait venir parader, faire le beau et aller dire, montrer au monde occidental qu'il maîtrise encore l'Afrique. Donc, il lui donne des conditions qui montrent qu'il est un petit. Et je vous avais dit sur ce plateau que peut-être sa vraie place au Mali, c'est qu'il pourrait être Premier ministre. Peut-être. Donc, il se trouve Justement, il allait être accueilli par le Premier ministre qu'il a refusé. C'était même beaucoup. Je crois qu'on devait le faire accueillir par le maire de Bamako. Donc, je crois que les Africains, nous devons être sérieux. Hein. Le discours, ce qui doit conduire nos actes, nos décisions actuellement en Afrique, ce que les gens pensent vraiment ne nous intéresse pas. C'est qu'est-ce que nous pensons être. Nous sommes l'aîné du monde et en tant que tel, nous nous comportons comme l'aîné. 1, 2, nous représentons le tiers, plus du tiers de toutes les matières premières
produit par l'humanité, il faut quand même qu'on ait le tiers de de la valeur ajoutée que cela représente. Donc nous devrions être le continent le plus riche dans le monde. Nous ne sommes pas riches. J'entends certains tiams dire là que comme on a les matières premières, alors on n'est pas riche parce qu'on n'a pas la technologie pour ça le faire. C'est faux. C'est parce que les autres pillent nos pays et nous sommes enserrés dans les griffes de ce monde occidental qui essaie qui nous empêche d'aller de l'avant. Vous vous souvenez de ce que Helmut Kohl disait? Il nous empêche d'avancer, il bloque tout ce que nous essayons. Donc si on comprend bien, Assimi Goïta a joué en hauteur, et peut-être contrairement à Mahamat, c'est ça? Il faut monter plus haut. Et je crois qu'Assimi Goïta vole vraiment très haut. Et lorsqu'il vole, et quand on vole aussi haut, naturellement, les autres vous prennent en grippe. Assimi Goïta vole très haut. Et c'est là où nous attendons ces gens. C'est ce que nous disons sur vos plateaux depuis près de 10 ans. En disant, volez haut. Les conditions, ce n'est pas les autres qui doivent les poser, c'est nous. Puisqu'ils viennent chez nous. Comment quelqu'un vient dans votre maison et c'est lui qui vous pose les conditions? Après, il y a la situation internationale. Après, il y a les situations, c'est-à-dire là où l'histoire nous a conduits aujourd'hui. Mais devant nous, le passé, c'est le passé. Le passé a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il ne doit pas du tout être ce qui va déterminer nécessairement notre avenir. Et ça, nous devons le mettre de côté, ce poids-là. Nous devons nous en délester et avancer sur les bases nouvelles. Mais les bases nouvelles, c'est nous qui les définissons. C'est nous qui les formulons. Et j'ai une bonne nouvelle pour les Occidentaux. Nous n'avons pas de discours de haine. Nous n'avons pas de discours de mépris. Nous n'avons pas de discours de domination des autres. Nous n'avons pas de discours de spoliation des autres. Nous n'avons pas de discours de violence contre les autres. Nous n'avons pas ce genre de discours. Nous avons un discours de liberté. Parce que la solidarité ne se fait qu'entre des gens libres. Et il faut donc que nous soyons libres pour que nous soyons solidaires du monde. Donc la question de la solidarité et de la philanthropie, ils ont célébré la journée de la solidarité humaine hier, je crois. La question de la solidarité que l'on pose sur la scène internationale n'a aucun sens tant qu'il y aura un seul État qui ne sera pas libre. Et notre liberté est la condition de la solidarité internationale. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut voler au minimum au niveau Assimi Goïta vole, mais on peut aller plus haut. On peut aller plus haut en disant, on sort par là, oui. Je mets fin au franc CFA, je deviens totalement libre de mes moyens, je négocie les alliances qui me permettent d'avancer. Après, celui qui veut aboyer, parce qu'évidemment, il n'est pas content, il continue à le faire, mais s'il veut discuter avec moi, il viendra, je lui dirai ce que je veux, je ne l'écoute pas, parce que son temps de parole est révolu, je lui dirai ce que je peux faire avec lui et comment je vais le faire et quand je vais le faire et pourquoi je vais le faire. Et de cette manière-là, nous aurons donc des leaders africains qui sont affirmés. Croyez-moi, lorsque on nous dit que la souveraineté du Mali, Idriss Déby s'en préoccupe, ce n'est pas sérieux, il ne s'en préoccupe pas. La seule chose dont il se préoccupe, on le sait, c'est ce qu'il est devenu. Donc, il faut que nous nous arrangions aujourd'hui à soutenir Assimi Goïta, à susciter l'émergence de ce type de leader en Afrique et de pouvoir qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des élections dans un pays, que les candidats mettent le niveau de leur vision, la qualité de leur vision à ce niveau vraiment très haut, parce que ce que l'Afrique construit est quelque chose qui doit traverser les âges. Voilà pourquoi nous sommes l'aîné du monde et voilà pourquoi nous sommes le véhicule de l'universel. Merci à vous, Yam Timba. Alors, Bami de Fouchada, la convergence panafricaine, comment elle doit traiter les gens qui peuvent devenir, vous vous souvenez des termes de Poutine, que nous allons casser les dents à tous les chiens qui rôdent pour croquer nos biens. Comment la convergence panafricaine, et pour le cas d'espèce de ces deux figures, doit traiter ceux qui en réalité sont prêts à aboyer lorsque les conditions drastiques qui arrivent forcément sont posées? Au niveau de la convergence panafricaine, nous prenons la lutte, Monsieur Etondi, la lutte révolutionnaire pour la libération totale de l'Afrique. Nous n'avons pas de cadeau à faire aux ennemis de l'Afrique, aux ennemis de l'intérêt des Africains. Nous sommes engagés résolument pour une indépendance totale, une indépendance réelle, une souveraineté entière de l'Afrique, de sorte que nos matières premières nous appartiennent.
de sorte qu'il n'y ait plus la continuité du pacte colonial au XXIe siècle. À ce moment, l'Afrique ne peut, en autre sens, traiter que d'égal à égal avec tous ses partenaires. Pour nous, des sommets comme le sommet France-Afrique, Turquie-Afrique, États-Unis-Afrique sont caducs, ne devraient pas se tenir pour une puissance telle que l'Afrique. L'Afrique est une puissance qui s'ignore. Nous ignorons notre puissance. Et le moment est venu d'implémenter cette politique que nous avons conçue, qui est la vision pour un État-providence, la volonté immédiate de souveraineté et d'indépendance optimale de toutes nos nations pour justement l'État-providence. Mais l'État-providence est possible en Afrique, au regard du potentiel et de la richesse que nous avons, au regard des indices économiques, macroéconomiques. L'Afrique est le continent le plus riche. Nous devons donc travailler, nous devons lutter, nous devons faire converger les forces des énergies pour cette libération, pour achever le processus de décolonisation totale. Parce que la porte d'entrée, c'est là. Il faut une indépendance réelle. Dans le cas d'une indépendance réelle, nous avons la souveraineté monétaire, il va de soi. Nous pouvons décider de nous-mêmes, de ce que sera notre armée. Nous pouvons décider de développer le nucléaire. Nous pouvons industrialiser nos pays en fonction de nos besoins. On peut décider de faire une autoroute qui partira du Cap au Caire. Pourquoi pas? Est-ce que cela est donc possible lorsqu'on célèbre encore, Yam Timbal disait, une création de la France, c'est-à-dire un ancêtre d'une organisation? Tout est possible parce que même tous nos États que nous avons actuellement, monsieur, n'oublions pas quelles sont les créations sont le fruit de la colonisation. Ces organisations sont le fruit, l'héritage de cette colonisation. Mais comme je disais tantôt, quand nous tombons, nous devons ramasser plutôt des pierres pour construire la muraille, pour nous prévenir des prochains assauts de nos ennemis. Donc, nous sommes dans une construction comme le Cameroun, qui est une construction coloniale. Nous n'avons pas un seul jour. Mon grand-père n'a en aucun moment pensé à un État qui s'appelait le Cameroun, avec les différentes entités qui sont à l'intérieur. Toutes nos constructions en Afrique aujourd'hui, nos États sont hérités de cette colonisation. Nous devons faire avec et construire la véritable unité africaine, le panafricanisme. Nous devons faire converger nos forces, nos énergies, en un faisceau aussi fort qu'il puisse ébranler, détruire et saper tous les fondements de l'ordre oligarchique, capitaliste et impérialiste qui nous menace, qui nous opprime depuis plus de 400 ans. Plus de 4 siècles, M. Etondi. Mais il nous appartient de prendre ce destin en main. Ce n'est pas le rôle de nos partenaires, de ceux-là qui se disent nos amis à l'extérieur. Ou alors que, en fait, pour la plupart, ils sont là pour nous exploiter. Ils sont tous pareils. Tous les impérialistes ont les mêmes visées. Il s'agit pour eux de contrôler l'Afrique, de contrôler ses ressources. Donc, ce qui se passe au Mali devrait inspirer aujourd'hui la plupart, la majorité des dirigeants africains, des leaders et des décideurs et des populations pour une prise de conscience collective afin que le chemin, le boulevard soit ouvert, ce boulevard que nous voulons tous prendre, que nous voulons tous emprunter pour la libération totale de l'Afrique, soit une réalité à très court terme. Merci à vous. On ne va pas refuser cela à la femme. On termine avec elle. Madame Linda Larbaoui, quel est le demain du Sahel et quelles sont les figures qui peuvent changer la donne dans ce Sahel? Les figures, c'est nous.
C'est nous, tous les Africains. C'est ça les figures. Maintenant, j'écoutais le monsieur qui est là sur le plateau que je salue. Je vais vous donner un exemple et réfléchissez un peu. Les pays arabes, quels sont les pays qui sont stables? Ce sont que les monarchies qui sont stables. Ce ne sont pas les autres. Toutes les républiques, on les a dégommées, elles ont chuté. La dernière, c'était parce que c'était la Libye et la Tunisie. Ça fait 10 ans qu'ils se battent pour essayer de relever le pays et c'est pas possible. Ils sont infiltrés, tous les partis politiques sont infiltrés. D'où l'histoire du président actuel. Il a fait un coup d'État et il a dissous tous les partis. Chaque parti était soutenu soit par le Qatar, soit par les Émirats arabes, par la France. Donc, et toutes les décisions devaient se prendre au Parlement. Donc, le Parlement n'a jamais été d'accord pour quoi que ce soit. Il n'y a que l'Algérie qui a vécu la décennie noire et qui a réussi à se relever. C'est le seul pays qui s'est vraiment relevé, l'Algérie. Pourquoi ? Pour la simple raison que toutes ces monarchies ont un contrat, ce sont des pays consommateurs. Ils ne produisent rien, ils achètent tout. Donc, il y a déjà les sociétés américaines, anglaises, allemandes, italiennes qui profitent de leur richesse. Et en plus, l'argent qu'ils gagnent, il faut qu'ils achètent même le riz qu'ils mangent. Ils n'ont pas le droit de produire quoi que ce soit. L'Algérie a payé très cher, les autres républiques pareil, mais aujourd'hui nous sommes en train de nous relever. C'est quoi la politique? La politique, c'est un jeu. Donc, il faut jouer, mais il faut que les acteurs qui jouent soient costauds et soient comme M. Assimi Goïta ou le président Tebboune actuellement, ou le président aussi de la Tunisie, qui est bon, qui est dans un bon chemin. Et il essaye de s'en sortir et il essaye de participer à ce que le Sahel se stabilise. Donc, dans ce jeu-là, il y a des forces qui sont là, il y a des forces alliées. Quand on dit alliés, on dit alliance. Et il y a des forces aussi partenaires. Le partenaire, on peut le changer. L'alliance, il faut garder. L'Algérie, en gardant la Russie, même à la chute de l'Empire soviétique, aujourd'hui, elle est gagnante. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui la soutient et c'est un pays qui lui vend les armes. Tout ce que Alger veut, elle l'a par les Russes. Et tout ça par rapport à la fidélité. Les Chinois aussi. Donc, il nous faut des alliances. On ne peut pas vivre seul. C'est pas possible. L'Afrique ne peut pas avancer toute seule. Ce qu'il y a, il ne faut pas faire comme on a fait pendant des siècles, être derrière et être soumis. Maintenant, il faut un rapport même pas gagnant-gagnant, j'aime pas ce mot-là, c'est plus d'égal à égal. Je vis en France, je subis le racisme. Et quand je subis le racisme, souvent je leur dis, c'est avec notre argent, nous les Africains, que vous partez en vacances 5 à 6 semaines par an. Le Français ne le comprend pas, il ne veut pas le comprendre. Donc c'est à nous de prendre les choses en main. C'est à moi, l'Algérienne, d'être solidaire avec le Tchadien, avec le Malien. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et je vais profiter pour donner une information concernant le Maroc et le Cameroun. Depuis hier, sur les réseaux sociaux, il y a un acharnement. Donc le Maroc a demandé à la FIFA, il a fait une demande officielle, donc il y a le Maroc, il y a l'Égypte, ils veulent annuler la Coupe d'Afrique. Alors, ils disent que c'est à cause du corona. Ce n'est pas à cause du corona, ils politisent la chose. Pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est Afrique Média, c'est le panafricanisme. Donc, une Coupe d'Afrique, ça ramène du monde, ça ramène de l'argent. Donc, il faut faire très attention. Depuis hier, ça explose sur les réseaux sociaux. Et ce qui paraît, les gens meurent sur les trottoirs du coronavirus.
j'y crois pas trop. J'ai des amis qui sont au Cameroun et puis je suis très bien ce qui se passe en Afrique. C'est pas vrai. Donc vous voyez à quel point il y a des traîtres en Afrique, parce que le Maroc c'est encore vassal et c'est la France qui gère. Et à quel point la France, elle ne veut pas lâcher. Donc c'est à nous justement de faire passer les informations, d'être solidaires entre nous et de nous soutenir. Et franchement, je crois que l'Algérie joue un rôle crucial. Rien qu'en Algérie, nous avons, beaucoup de gens ignorent, mais nous avons près de 2 millions de réfugiés. C'est énorme. C'est énorme pour un pays où la population ne dépasse pas les 46 millions, et dont 10 millions sont à l'extérieur. Tous les réfugiés qu'il y a en Algérie, il y en a, la majorité aimerait bien rentrer chez eux et aimerait bien voir le Sahel stabilisé. Et c'est à nous de faire en sorte qu'il se stabilise. C'est pas à quelqu'un d'autre. Les Russes pourront vendre les armes, mais c'est à nous d'aller libérer le Sahel. Je pense que l'armée algérienne, vu la décennie noire, elle a un potentiel, et je pense aussi que les terroristes qui essayent déjà de négocier avec l'Union européenne pour sortir de là, je pense qu'ils ne feront pas long feu. Le problème, ce n'est pas le Sahel, le terrorisme, le problème, c'est nos richesses. Donc, il faut qu'on libère nos richesses, il faut qu'on prenne notre destin en main en tant qu'Africains. Merci à vous, Madame Je vous en prie. Linda Larbaoui, merci beaucoup pour ces dernières informations. J'allais partir, boucler directement l'émission, mais à vous deux, Yam et Mbami de Fouchara, juste 30 secondes chacun sur cette information. Il faut quand même la déconstruire. Il faut dire que le calendrier officiel de la CAN est publié et que ces derniers sursauts dans lesquels se situerait c'est au conditionnel, Monsieur Infantino, c'est des choses qui ne marcheront pas du tout. Yam Timba. Écoutez, si c'était facile, s'il n'y avait pas d'obstacle, tout le monde ferait tout. Vous savez, le Cameroun est un pays très particulier. D'abord, il ne célèbre pas son indépendance le 1er janvier, mais plutôt le jour où les Camerounais l'ont décidé. Ils célèbrent en fait leur réunification, mais pas une indépendance quelconque, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont jamais été la colonie de personne. Et ce pays très particulier arrive toujours à ses fins quand il le veut. Et nous arriverons à nos fins. En janvier, nous diffuserons les images de la CAN ici. Je vous en prie. Merci. Mami de Fouchara. Vous voyez le Maroc qui fait feu de tout bois après le média français RMC Sport. Maintenant, c'est le Maroc qui monte et l'Égypte qui monte au chrono, alors que la FIFA a déjà publié le calendrier officiel. Monsieur le président de la CAF a déjà même annoncé son arrivée le 7 janvier prochain. Avec femmes et enfants. Mais on voit le Maroc au chrono. Et de manière officielle. Ouais, c'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de manœuvres déplorables en Afrique, entre les Africains surtout, parce que je considère que les Marocains et les Égyptiens sont les Africains, et que si on arrivait même au succès de leurs entreprises, ce serait pas sans conséquences. Les conséquences seraient très, très grandes, même désastreuses. Mais seulement, il faut le retenir, c'est que le Cameroun tient à organiser cet événement. Le Cameroun va l'organiser à date. Ça va se tenir. Et donc, dans quelques jours, nous aurons le bonheur de vivre cet événement et d'accueillir toutes les délégations dans notre pays, le Cameroun. Beaucoup qui ont déjà annoncé leur arrivée. L'Algérie a déjà annoncé son arrivée. On connaît l'hôtel là où l'Algérie va loger. Le Burkina Faso, tous ils sont déjà en train d'annoncer leur arrivée. Je crois que cette fois-ci, le Maroc et l'Égypte arrivent en retard, certainement, dans ce chantier des obstacles de la CAN. On a terminé par là parce que Linda Larbaoui nous y a conduit, mais pas gratuitement, parce que nous parlions donc de cette fédération des forces africaines et de cette, au
autolibération, autogouvernance, du discours qui doit venir de soi-même pour porter à la véritable convergence des visions panafricaines, à la véritable liberté ou libération, autonomie ou souveraineté. Madame, salut, monsieur, bonsoir. C'était Face à l'actualité. Le monde, c'est nous.